Bonjour, merci de cette invitation. Je suis aussi membre d'Acrimed et c'est à ce titre aussi que je suis là. C'est un exercice qui n'est pas évident pour moi parce que d'une part, je pensais participer à un débat et c'est que ce matin que j'ai appris que je devais faire une introduction, donc je vais la faire avec toute la modestie qui s'y est, en disant peut-être au départ une petite remarque, disons, critique que je vais faire sur la façon dont les associations critiques, et on a beaucoup parlé tout à l'heure de cette extension du domaine de la critique qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir comment il faut aujourd'hui réagir face à ce développement de la critique. Je disais tout à l'heure à Henri Mahler que l'association qu'il a créée aujourd'hui est composée pour la plupart de gens qui sont plus jeunes que l'association. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir que des gens qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, beaucoup d'entre eux en tout cas, font partie de cette association et à qui on souhaite longue vie. Je ferai une remarque un peu générale sur le fait que la plupart des critiques des médias sont, d'après moi, un peu trop focalisés sur les éditorialistes et sur les irritants qu'on voit tous quand on écoute la télé, quand on écoute la radio. Je le vois moi comme reporter aussi, qui est dans cette pratique tous les jours, de faire des reportages un peu, parfois comme ceux que j'ai vus là. C'est qu'on nous reproche très souvent l'éditorialiste de François Langlais de la veille ou le parti pris de Pujadas. Et c'est quelque chose de tout à fait audible et que nous faisons partie, je fais partie d'un syndicat et tout à l'heure ça a été dit aussi, il y a des enjeux de bagarre idéologique à l'intérieur des rédactions, des enjeux aussi éditoriaux qui se jouent tous les jours. Tous les jours on est dans des conflits pour faire passer plutôt cette idée que c'est celle-là, pour faire passer, voilà, par exemple François Langlais, ça fait partie des gens où nous, ça nous insupporte qu'il soit omniprésent dans les éditos de France 2, qu'il soit aujourd'hui sur France Info, qu'il n'y ait que cette pensée-là qui s'exprime. On aimerait effectivement que le carnet d'adresses des éditorialistes soit un peu plus, enfin de ceux qui les invitent, soit un peu plus fourni. Mais je pense que cette critique des irritants, c'est-à-dire des éditorialistes et des chefferies éditoriales de la télévision ou de la radio publique, ne doit pas être l'arbre qui cache toute la forêt de ce qu'est l'ensemble de l'audiovisuel public. L'audiovisuel public, je le dirais par métaphore, imaginez qu'est-ce que ce serait le paysage audiovisuel si en France il n'y avait ni France Inter, ni France 2, ni France 3, ni France 5, ni France 4, ni France Culture, ni France Musique, etc. C'est effectivement David Pujadas, c'est effectivement François Langlais, mais c'est aussi l'Instant Meurice, c'est aussi Cache Investigation, c'est aussi les documentaires, c'est aussi des émissions de divertissement qui s'adressent à l'ensemble du public, qui s'adressent aussi, disons, pas simplement aux gens qui ont, comme nous, un regard qui est affûté par un regard politique, mais qui s'adresse à l'ensemble de la population. France Télévisions, ce sont 5 chaînes nationales, une chaîne aujourd'hui d'infos en continu, ce sont 120 implantations en métropole, dans l'outre-mer. Radio France, c'est 6 chaînes nationales, c'est 44 implantations, 2 chœurs, 2 orchestres, c'est aussi la télévision publique, c'est France Média Monde qui s'adresse au monde entier dans 3 langues différentes. Ce sont aussi TV5, l'INA, Arte, etc. C'est 17 000 salariés, c'est près de 5 000 journalistes qui sont aujourd'hui financés par notre argent, par la redevance, qui sont financés par l'État qui joue un rôle à la fois d'organisateur de l'audiovisuel, mais aussi de financeurs et de stratèges. Et donc, ce pôle très important de l'audiovisuel, qui existe encore dans le secteur public, c'est très important qu'il continue à exister et qu'on n'imagine pas un paysage uniquement cédé entre les mains du marché. Donc c'est ça qui me semble important comme message, c'est de dire que la télévision, c'est effectivement
quelques éditorialistes ou quelques chefferies qui peuvent nous indisposer, mais c'est aussi une fonction sociale très importante qu'il faut préserver. C'est aussi une fonction de lien social, c'est aussi une fonction de divertissement, c'est aussi une fonction d'éducation, c'est aussi une fenêtre sur le monde, et on ne peut pas imaginer que cet ensemble soit totalement dévolu uniquement aux mains des Bolloré, des Bouygues ou des multinationales qui aujourd'hui ont des dimensions internationales. C'est très important de se réapproprier ce secteur et de se dire que c'est un bien public, que nous en sommes tous, disons, d'une certaine façon propriétaires, et qu'il est important de remettre cette question de l'audiovisuel public comme une question politique, comme une question dont devraient prendre en compte tous ceux qui aspirent aujourd'hui à changer la société, qui aspirent à la démocratiser, qui aspirent, pourquoi pas, à gouverner. Aujourd'hui, la télévision publique, elle est menacée de toutes parts. C'est un processus qui a commencé il y a une trentaine d'années de dérégulation, de destruction méthodique de l'espace public, et la télévision en fait partie. Il y a toutes les attaques qu'on a bien vues dans tous les secteurs, que ce soit celui de la santé, de l'éducation, des transports et compagnie, où il y a eu une offensive du libéralisme qui a commencé il y a une trentaine d'années, qui a attaqué ce secteur avec des phases successives. Et toute l'idéologie aujourd'hui des libéraux, c'est de dire que le marché fait tout ça très bien, et c'est presque pour eux une anomalie qu'il y ait encore un secteur public, qu'il y ait encore un grand domaine de la télévision et de la radio qui échappe aux logiques du marché. Et tout mon propos, ça va être de dire ça, de dire il y a ces irritants dont on a déjà parlé, qui sont bien évidemment très importants, mais il y a les conditions économiques de l'exercice, pas simplement de cette profession. Je tiens à préciser que ce n'est pas que le journalisme dont j'ai envie de parler, ce n'est pas que du journalisme, c'est de l'audiovisuel en général, c'est de la télévision en général. J'ai coutume de dire que on aime ou on n'aime pas la télévision, mais c'est un fait aujourd'hui qui est un fait sur lequel on ne reviendra pas en arrière. J'ai l'habitude de dire, en temps cumulé sur l'espace, sur une vie entière, regarder un écran, c'est la deuxième activité humaine derrière le sommeil. On commence à regarder la télévision à l'âge de 4 ans, on finit à sa mort. Imagine-t-on que cette emprise des écrans, cette emprise de ce qu'est la télévision, c'est-à-dire de la fabrication de l'imaginaire, de l'information, du divertissement, soit totalement soumis à la logique du marché, soit totalement soumis à ceux qui considèrent que la télévision n'est que du temps de cerveau humain qu'il faut utiliser pour le vendre à Coca-Cola. Donc il y a un enjeu de société autour des écrans qui est, à mon avis, fondamental. J'élargirai ça d'ailleurs, y compris aujourd'hui, à la façon dont on en a un petit peu parlé tout à l'heure, le fait qu'aujourd'hui, je disais plus de 3h30 de consommation quotidienne sur la télévision ou la radio, mais on ajoute à ça les autres écrans, c'est-à-dire Internet, c'est l'équivalent, pareil, sur les smartphones, les mobiles, les tablettes, c'est l'équivalent de 3 heures aussi de consommation quotidienne. Et bien évidemment, tous ces outils véhiculent de l'information, véhiculent de l'idéologie, véhiculent de l'éducation, et que les logiques du marché ne doivent pas être les seules qui s'imposent dans ces outils. Et c'est une question qui est fondamentale parce que fabriquer de la télévision, fabriquer des contenus, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Et fabriquer des contenus de qualité, ça coûte encore plus cher. On a donné des exemples tout à l'heure, sous la forme de la pastiche et de l'humour. On sait très bien que l'information qui va être une information, disons, qui va apporter quelque chose de plus, c'est du temps, et c'est des processus de travail qui sont complexes, et qui sont des processus de travail qui demandent beaucoup de moyens.
Et ça, on sait le libéralisme l'a parfaitement compris. C'est pour lui d'ailleurs aussi une source de profit. Et c'est quelque chose qui est un irritant pour lui, que cette activité, elle soit encore pour partie dévolue au secteur public. C'est intéressant de revenir d'ailleurs sur l'histoire de l'audiovisuel, comment ça s'est construit. Dans tous les pays du monde, pratiquement, ça s'est construit sous la forme de monopole d'État. Il y a un seul exemple qui est différent, c'est celui des États-Unis. Aux États-Unis, la télévision s'est tout de suite construite comme des monopoles, comme des grandes entreprises privées, dont la plupart d'ailleurs, comme NBC ou ABC, appartenaient à des fabricants d'armes. Dans tous les autres pays au monde, la télévision et la radio, au départ, étaient des monopoles publics. Pourquoi ? Parce que c'était des enjeux pour tous les pays d'identité nationale, c'était des enjeux aussi d'appartenance, et c'était des enjeux aussi, bien évidemment, de contrôle. Et la France n'a pas échappé à cette règle-là, la télévision, et eux aussi, parce qu'il y avait d'énormes investissements nécessaires pour développer ces activités. La France a eu une phase de développement de la télévision avec des investissements publics très importants, et de la radio. C'était l'époque de l'ORTF, où il y avait une situation de monopole total, à la fois sur la radio et la télévision. Et on a commencé le processus de libéralisation de la télévision et de la radio, on l'a commencé en 1974 avec l'arrivée de Giscard d'Estaing au pouvoir. C'est la première mesure qu'il a prise quand il est arrivé. Il est arrivé en mai 1974 au pouvoir, et la première loi qu'il a fait quelques mois après, pendant l'été, ça a été l'éclatement de l'ORTF. Il y avait deux enjeux pour eux, pour le libéral qui était Giscard, qui était un libéral, on va dire, un peu avant l'heure, parce qu'après, le déploiement du libéralisme a réellement commencé dans les années 80. Mais Giscard d'Estaing, qui était une des figures intellectuelles du libéralisme en France, a voulu, par l'éclatement de l'ORTF, mettre en place les conditions de la privatisation de ces chaînes à venir, de leur mise en concurrence. Et aussi, il y avait un deuxième aspect qui n'est pas négligeable, changer la logique de la fabrication des contenus. Je parle des programmes de fiction, les documentaires, les séries, les feuilletons de l'époque. Il y avait un paradoxe en France à cette époque-là, c'est que l'État a beaucoup investi sur la télévision. Il y avait un contrôle de l'information qui est très connu. Tout le monde connaît cette anecdote de Pierre Fitt, ministre de l'Information, qui va sur le plateau du 20h pour dire voilà, la ligne éditoriale du journal maintenant sera ça, et il est interviewé avec une obséquiosité caricaturale de par Léon Zitrone à l'époque. Et tout le monde a en tête effectivement la mainmise du pouvoir, très autoritaire et très méthodique sur l'information. Je vous donne une anecdote. Chaque jour, quand on fait un journal télévisé, on fait un conducteur du journal où on aligne la liste des sujets et de quoi vont parler les sujets. À l'époque, ces conducteurs, y compris en région, dans les stations régionales de France 3, étaient envoyés par fax à la préfecture ou au niveau national, dans les chaînes nationales de l'époque, dans une cellule assez secrète d'ailleurs d'un ministère, hein, qui était le service de liaison interministérielle pour l'information, et qui validait les sujets, et il validait y compris le fait que les sujets aient du son ou pas, parce que quand on allait faire, des fois on était obligé, je parle de nos anciens, hein, qui faisaient le journalisme de cette époque-là, quand on faisait un conflit social par exemple, on pouvait entendre les slogans s'il y avait du son. Donc il ne fallait pas qu'il y ait de son. Ça allait jusqu'à ce point de détail dans la façon dont on censurait l'information, où on la contrôlait. Je ne parle même pas du mode de recrutement des journalistes, où pratiquement tous les journalistes étaient tous de droite et gaullistes, de façon extrêmement engagée, on va dire. Et des gens comme El Kabbach étaient déjà journalistes à l'époque, ou PPDA, dont je rappelle pour l'anecdote qu'il était avant. Il a toujours dit: je n'ai eu qu'une carte dans ma vie, c'est ma carte de presse. Sauf qu'il était aussi secrétaire général des jeunesses giscardiennes. Ça, on l'a tous, tout le monde l'a oublié, mais c'était quelqu'un de. Et les journalistes étaient très
très marqué politiquement et très fidèle au général. Mais en même temps, l'ORTF était un endroit où on fabriquait beaucoup de fiction, beaucoup de séries, et on les fabriquait en interne. Et il y avait tout un pôle de réalisateurs qui venaient, pour la plupart, qui étaient proches du Parti communiste, voire communistes, et qui étaient dans la tradition de l'éducation populaire, du tas de Jean Villard, et de cette idée que la télé était un outil neuf, était un outil qui devait servir aussi à éduquer, à divertir, et à apporter aux Français leur propre histoire. Donc il y avait des feuilletons. Thierry Lafronde, c'était une espèce de héros populaire, une espèce de Robin des Bois. La caméra explore le temps avec des choses qui ont apporté beaucoup à la mémoire collective sur l'histoire de la Révolution française. Des héros comme Jacou le Croquant, qui était presque toute l'équipe qui a fait cette série, ils étaient presque tous communistes, qui était un héros populaire, révolté contre le système féodal, etc. Il fallait aussi, quand on a éclaté l'ORTF, en finir avec cette culture-là, cette culture des réalisateurs qui avaient un peu trop pris au pied de la lettre l'idée de se servir de cet outil pour, au sens positif du terme, apporter de la culture et de l'éducation et de la mémoire aussi aux téléspectateurs. Et il fallait aussi casser la forteresse syndicale. Donc ça, c'était les grandes idées qui ont amené à l'éclatement de l'ORTF. Ça, c'est la première étape. Ça a continué dans les années 80 avec l'arrivée du libéralisme. Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis, et chez nous, la conversion au libéralisme du début des années 80, 83. Alors il y a une première phase, c'est l'ouverture au privé, avec toutes les radios libres, pour l'instant et puis quelques chaînes privées qu'avait autorisé Mitterrand. Et puis il y a eu un moment un peu clé, quand même important, dans cette phase de déconstruction du secteur public. C'est la privatisation de TF1, qui était le navire amiral de la télévision publique et qui a été privatisé par la droite en 85. On est le seul pays au monde où on a fait se développer le secteur privé par le démantèlement de la télévision publique. Même l'Angleterre de Madame Thatcher n'a pas touché à la BBC, qui est resté un ensemble cohérent avec à la fois la radio, la télévision et un secteur de production considérable. Les autres étapes du démantèlement et la BBC reste encore un exemple mondial, me semble-t-il, d'une télévision de référence et d'une télévision de qualité. Une autre étape importante de ce processus de libéralisation du secteur audiovisuel, c'est 1990. Là, la gauche est au pouvoir, et c'est très intéressant de voir qu'effectivement, il y a une espèce de continuité entre ce que j'appelle les libéraux, c'est-à-dire à la fois la droite libérale et les sociaux-libéraux, il n'y a jamais eu de rupture, en fait, dans les politiques menées. Je parle de secteur que je connais le mieux, mais on pourrait parler d'autres secteurs, c'est exactement la même chose. De libéralisation du secteur par l'émergence du secteur privé. C'est sur les décombres de l'ORTF qu'on a construit le secteur privé. Et en 1990, il y a les fameux décrets TASCA qui ont été je vous en parlerai tout à l'heure, qui ont été, disons, très structurants pour l'écosystème de la télévision et dont on subit encore les conséquences aujourd'hui d'une façon, d'après moi, très, très, très dangereuse. Décrets TASCA, je reviendrai tout à l'heure pour éclairer un peu sur de quoi s'agit-il à travers les décrets TASCA. Autre étape importante de ce processus de démantèlement de la télévision publique, la fin de la SFP, donc la Société Française de Production, qui était cet outil de fabrication des contenus, des programmes, des séries, des fictions, qui a été vendu pratiquement pour l'euro symbolique en 2001, par qui? Par Lionel Jospin, malheureusement, qui a cédé ça à qui? À Bolloré. Bolloré a commencé à construire son empire média, parce qu'il a un empire qui est bien plus vaste que les médias, mais le début de son empire média était construit sur pratiquement la vente à l'euro symbolique de la Société Française de Production, qui a fait que du jour au lendemain, il s'est retrouvé en position de monopole sur tous les studios de la région parisienne. Donc tous les studios qui fabriquent toutes les émissions que vous voyez sur toutes les chaînes sont faits par les studios qui appartiennent à Bolloré. Et ça s'est produit en 2001.
Autre étape très importante de la fragilisation de l'audiovisuel public, c'est 2008 avec l'annonce par Nicolas Sarkozy de la suppression de la publicité sur France Télévisions. Annonce qui a conduit du jour au lendemain à faire de la télévision publique, de France Télévisions, un géant au pied d'argile, puisque son modèle économique est très fragile aujourd'hui. Il a perdu la ressource, 450 millions d'euros. Alors, la publicité, c'est un vrai problème. Et je ne cache pas que moi, je fais partie de ceux qui toujours ont dit qu'on préfère un audiovisuel public sans publicité. Mais il faut une ressource complémentaire. C'est-à-dire que si on enlève la publicité, et c'est ce que TF1 à l'époque avait appelé l'effet d'aubaine, moi on me fait un cadeau, je le prends, avait dit Patrick Lelay à l'époque. 450 millions d'euros, c'est une somme considérable qui va vers le secteur privé. Donc si on supprime la publicité sur la télévision, eh bien, quelle est la source de financement qu'on met à la place? Ça, c'est vraiment une question. Et c'est une question politique qui d'ailleurs est aujourd'hui reposée avec la campagne électorale. Les programmes des candidats autour de la télé, il faut qu'ils donnent un avis là-dessus. En termes de grandeur, je rappelle que la télévision, c'est un budget, aujourd'hui, c'est un budget qui frise, que la télévision, qui frise 3 milliards d'euros. C'est un budget considérable. C'est 17 000 salariés, l'audiovisuel public. C'est un secteur qui fait vivre 100 000 personnes par plusieurs systèmes. À la fois par le système des salaires directs, parce que comme je le rappelais tout à l'heure, la télé publique, c'est France Télévisions, c'est Radio France. C'est toutes les chaînes que pratiquement tous, même si vous êtes critique par rapport au contenu du journal, que vous regardez et qui vous alimente aussi. Mais c'est aussi la radio, et c'est aussi, etc. Et c'est aussi le principal financeur de l'ensemble des productions. Par exemple, France Télévisions finance 60% des documentaires dans ce pays. C'est-à-dire que le documentaire n'existe pas sans la télévision publique. C'est non seulement le plus grand secteur d'emploi des journalistes, hein, le secteur public, mais c'est aussi l'argent public qui finance l'essentiel de la production cinéma et documentaire. Donc c'est des enjeux effectivement très importants d'avoir ce financement-là et de le préserver. Un mot sur les décrets TASCA. Décrets TASCA, c'est des décrets qui obligent la télévision publique à acheter à l'extérieur tous ses programmes. Il y a quelques mois encore, la télé publique, tous ces programmes, je parle des programmes, ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire documentaire fiction, la loi interdit à la télé publique de les fabriquer avec son propre personnel. Elle l'oblige, c'est les décrets TASCA, elle l'oblige à l'acheter à des producteurs privés. On ne fabriquait jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques mois, la loi imposait d'acheter 95% de sa production à l'extérieur. On n'en fabriquait de fait que 2,5%. Tout ce que vous voyez à la télé comme émission, à part le journal télévisé, la météo en gros, tout ce que vous voyez est fait par des producteurs privés. Il y a des marges énormes qui se font, beaucoup de fortunes qui se font autour de ce marché. Et tout à l'heure, je disais que ça employait de façon indirecte 100 000 personnes par le système de l'intermittence. C'est-à-dire que c'est une forme de... L'État, d'une certaine façon, réguler ce secteur-là en disant, bon, eh ben, il y a d'une part le financement direct, mais il y a aussi, d'autre part, le système de l'intermittence, qui est une forme de répartition par le système des caisses qui sont en partie payées par les autres secteurs industriels que les secteurs audiovisuels. Hein. Mais ce secteur, en fait, l'État stratège joue un rôle fondamental. Et de la même façon qu'il joue un rôle fondamental sur la presse écrite. Pierre Rimbert, qui a fait un travail remarquable d'analyse de ce secteur-là, montre que l'État a un rôle fondamental sur la régulation de ce secteur. C'est 1,6 milliard chaque année qui est donné en aide à la presse. De l'argent public. Tout ça, c'est de l'argent public. C'est-à-dire que l'argent public qui sert, d'une certaine façon, à alimenter l'audiovisuel, la radio et la presse écrite, c'est presque 7 milliards chaque année. C'est une somme énorme, considérable. On ne peut pas être complètement, comment dire, s'abstenir de tout regard là-dessus, parce que tout cet écosystème, c'est du bien public. C'est du bien public. Et je ne crois pas, que la critique des médias doit se contenter de dire
eh bien, on va développer des médias alternatifs et on va nous s'exprimer par Internet, même s'il y a des tentations de se dire, eh bien, on va contourner le problème en créant nos propres médias, et y compris tout à l'heure j'entendais des choses très intéressantes sur la fachosphère, parce que eux ils ont ce parti pris de se dire on a peu d'argent donc on va faire circuler nos idées de façon je dirais horizontale, par le biais d'Internet. Et certains pensent qu'effectivement la solution c'est de se dire eh bien, on va créer nos propres médias, comme par exemple, y compris, je trouve que c'est normal que le mouvement social, que les associations fabriquent leurs propres médias de façon plus ou moins, comment dire, avec plus ou moins de financement, mais et c'est un enjeu aussi, effectivement, qui est un financement, une façon de réguler tout cet argent dont je parlais tout à l'heure, et qu'une partie aille vers les mouvements associatifs et que, par exemple, les aides à la presse aillent plus vers la presse de contenu que vers Mickey ou vers des journaux dont les aides dépendent du poids du journal. Donc plus on a de pubs, en gros, et plus on a de l'aide qui vient de l'État. Donc ça, c'est des vraies questions. C'est des questions politiques. Et c'est des questions de régulation, c'est des questions d'intervention de la puissance publique. Et quand je dis la puissance publique, c'est qui? C'est nous. C'est nous, citoyens. Tout ça, c'est du bien commun. Ça nous appartient. On a notre mot à dire sur cet écosystème, puisque nous le subissons d'une certaine façon. Des fois aussi, ça nous apporte des choses, parce que je reviens sur mon introduction, puis je vais m'arrêter là. Il me semble important d'avoir un regard balancé sur ça, parce que, encore une fois, Pujada, c'est un irritant, l'anglais, c'est un irritant, mais c'est des choses qu'on peut comment dire, sur lesquelles on doit intervenir. Mais l'existence même d'un média public et qui soit bien financier, qui participe du lien social et qui nous appartient à tous, c'est des enjeux politiques. Je terminerai juste quelque chose par rapport à la façon dont fonctionne l'idéologie dans les... C'est un sujet que j'aime pas trop aborder parce qu'il est, me semble-t-il, assez compliqué. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on est dans des rédactions, on a, je disais tout à l'heure, 2900 journalistes à France Télévisions. C'est pas juste Pujada, il y a 2900 journalistes. Il y a des fonctionnements qui fonctionnent de façon très pyramidale. Et que quand on change un chef, ça peut par ruissellement changer beaucoup de choses. Et il y a des inflexions éditoriales qu'on peut apporter quand on change les hiérarchies. Parce qu'on est dans des systèmes très pyramidaux, très hiérarchisés, et où il peut y avoir des tas de conflits internes. La CGT est le premier syndicat à Radio France, à France Télévisions, et de loin, mais on a très peu de responsables, très peu de rédacteurs en chef, zéro pratiquement, zéro responsable dans toutes les rédactions confondues. Donc voilà. Après, on change les hiérarchies et ça peut infléchir des lignes éditoriales. Je donnais un exemple tout à l'heure en disant, regardez la différence qu'il y a entre envoyé spécial avant, envoyé spécial aujourd'hui, parce qu'Élise Lucet aujourd'hui est en charge de cette émission et de Cache Investigation. La tonalité de ces émissions, ça pour nous, ça représente ce que devrait être le journalisme. C'est des normes journalistiques qu'on a envie de défendre, et on a envie, elle sait aujourd'hui que son temps est peut-être limité et que tout dépend de la prochaine élection, mais comme disait le Canard enchaîné, la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, et aujourd'hui elle a eu le feu vert en gros pour mettre ses émissions à l'antenne et de s'entourer des gens, et ces compétences là elles existent, il n'y a pas de problème, on peut faire ce journalisme là aussi. Il y a des inflexions qui peuvent être données, et ça génère des formes de normes journalistiques qui influencent l'ensemble de la profession, qui influencent y compris les autres médias. Aujourd'hui, on voit des choses qu'on n'aurait pas pu voir il y a quelque temps. Tout à l'heure, on a parlé de Fillon. Fillon, c'est traité, y compris par la télé publique, c'est traité. Il y a des choses qui sont en train de bouger à ce niveau-là. Les choses peuvent évoluer, bien évidemment. Les choses peuvent changer. Mais